Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de cette discussion. Et je suis le spécialiste des sciences invité aujourd'hui. Ravi d'être là pour parler de ce projet passionnant. Aujourd'hui, on plonge, si on peut dire, dans une aventure scientifique et technologique assez remarquable, le projet Red Wing. C'est le tout premier drone sous-marin qui est conçu pour faire un tour du monde, tout seul, en autonomie complète. C'est ça. Une sorte de nouvelle épopée, 503 ans après Magellan, mais sous l'eau cette fois. Exactement. Alors, pour commencer, Red Wing, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, cet engin? Alors, Red Wing, c'est ce qu'on appelle un glider océanique, un planeur sous-marin, quoi. Et ce qui est étonnant d'abord, c'est sa taille. Il est plutôt petit, à peine plus de 2,50 m de long pour 171 kg. Ah oui, c'est pas si grand. Non, mais sa vraie particularité, c'est sa propulsion. Il n'a pas d'hélice principale comme on pourrait imaginer. Pas d'hélice? Mais comment il avance alors? En fait, il modifiait sa flottabilité. Il a un piston à l'intérieur qui change son volume. Donc, en devenant un peu plus lourd, il descend, il plane vers le fond jusqu'à 1000 mètres. D'accord. Puis, hop, il fait l'inverse. Il s'allège et il remonte vers la surface, toujours en planant. Et ce mouvement de montée et descente un peu en dents de scie, ça le fait avancer. C'est ingénieux comme système. Mais ça doit être très lent, j'imagine. Vous voyez ? D'accord, donc une navigation super économe en énergie. C'est ça le secret pour une mission aussi longue? 5 ans, c'est prévu? C'est ça, 5 ans pour faire le tour du monde, environ 73 000 km. Et oui, l'économie d'énergie est la clé. C'est là qu'intervient l'innovation. Il a des batteries lithium-ion, mais vraiment surdimensionnées. Surdimensionné, c'est-à-dire? Elle lui donnerait une autonomie de presque 2 ans, en théorie. Bon, il y a une recharge qui est prévue à mi-parcours, mais c'est quand même énorme. 2 ans d'autonomie. Incroyable. Et comment l'équipe au sol le suit, lui donne des instructions? Alors, il communique via satellite. 2 fois par jour. Quand il fait surface, il envoie ses données, ce qu'il a mesuré, et il reçoit les nouvelles instructions de route si besoin. Et cette route, justement, qui rappelle celle de Magellan, c'est un clin d'œil historique ou il y a aussi une raison scientifique? Un peu des deux, en fait. Le symbole est fort, c'est sûr. Côte est américaine, Canaries, le Cap, Australie, Nouvelle-Zélande, puis les Malouines, avant le retour. Ça parle. Oui, ça évoque les grandes explorations. Exactement. Mais sur le plan scientifique, c'est très pertinent aussi. Il va traverser des zones océaniques qui sont encore très peu explorées, très peu connues. Et il va y faire quoi? Quelles données il collecte? Il va mesurer en continu des paramètres essentiels. La température de l'eau, la salinité, la densité et aussi les courants à différentes profondeurs. Ce sera l'échantillonnage océanique le plus long jamais réalisé par un seul engin autonome. Et ça, c'est important pour quoi faire? Pour mieux comprendre l'océan, tout simplement, son fonctionnement, son rôle dans le climat, et surtout comment il réagit face au changement climatique. Ce sont des données fondamentales. Un voyage aussi long, seul au milieu de l'océan, même sous l'eau, il doit y avoir des risques importants, non? Oui, bien sûr. Curieusement, le plus gros danger, c'est pas les tempêtes. Comme il passe le plus clair de son temps en profondeur, il est assez protégé de la météo de surface. Ah bon? Alors c'est quoi les vrais dangers? Il y a les filets de pêche, par exemple. Les filets dérivants ou ceux qui sont encore utilisés, ils pourraient s'y empêtrer. Il y a aussi le risque de collision avec des navires quand ils remontent faire surface pour communiquer. D'accord. Et puis, il y a un phénomène qu'on appelle le biofouling. Le biofouling, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'accumulation d'organismes marins sur la coque. Des algues, des petits coquillages, des bernacles. Petit à petit, ça l'alourdit, ça freine sa progression, et ça peut même finir par le rendre inopérant si ça s'accumule trop. Ah oui, c'est un problème insidieux. Tout à fait. Et il y a aussi, même si c'est plus rare, le risque lié aux requins. Certains peuvent être attirés par les signaux acoustiques de l'engin ou juste curieux, et le mordre. On a déjà vu des gliders endommagés comme ça. On voit que c'est une vraie aventure avec pas mal d'obstacles potentiels. J'imagine que ce projet Red Wing, il ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une histoire. Ah oui, tout à fait. Il bénéficie des expériences passées. On peut citer le Scarlet Knight RU-27, un glider qui avait réussi la première traversée de l'Atlantique en 2009. C'était déjà un exploit. D'accord. Il y a eu aussi le Pax Wave Glider en 2012. Lui, il utilisait l'énergie des vagues et du soleil. Et il a parcouru quelque chose comme 16 000 km dans le Pacifique. Et d'autres encore. Silbo, par exemple. Red Wing, c'est l'étape d'après.
la circumnavigation complète. Donc, pour résumer, Red Wing, c'est une prouesse technologique, c'est clair, qui part pour une mission scientifique vraiment hors norme. Le but, ramener des données océanographiques uniques sur une durée et une distance jamais atteintes. Tout ça malgré des défis non négligeables. C'est exactement ça. On combine l'esprit d'exploration historique avec la science la plus moderne pour essayer de mieux comprendre notre planète. Une belle mission. Et ça nous rappelle peut-être, comme pensée finale, que même avec nos technologies les plus avancées, l'océan profond, ça reste un monde immense et encore largement inconnu. Un peu comme les terres lointaines pour les premiers explorateurs sur leurs navires. C'est une belle image, oui. L'exploration continue, sous une autre forme. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.